Je remercie le professeur Tirado de m'avoir invité ici à San Damaso. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Madrid. Voilà, je parlerai de l'énigme de la valeur et il y aura un certain contraste avec le discours de mon ami et collègue Andrea Bellantone et en même temps ici des points de convergence, notamment sur cette idée selon laquelle la valeur finalement introduit de la différence dans l'être ou dans les temps. Voilà. Mon titre est l'énigme de la valeur. La notion de valeur nous est familière. Là, je commence au ras des pâquerettes, comme on dit en français. Chaque jour, nous traitons les choses, et parfois ou souvent les personnes, en fonction de leur valeur. Ou bien nous connaissons déjà leur valeur, ou bien nous leur attribuons une valeur, quelle qu'elle soit, ou encore nous contestons leur valeur en refusant de les faire entrer dans la sphère précieuse de la valeur, avec un V majuscule, ou dans le domaine du riche en valeur. Il va de soi aujourd'hui que tout est estimable et mesurable en termes de valeur, et c'est pourquoi nous avons multiplié les valeurs. C'est ainsi que nous croyons aux valeurs marchandes, aux valeurs morales, aux valeurs esthétiques, aux valeurs religieuses, la liste serait immense, quand ce n'est pas aux valeurs tout court. Et on entend des hommes politiques parler des valeurs, nos valeurs, etc. Voilà, c'est cela aussi que je voudrais interroger. La vérité, le bien et le beau sont, pour la doxa, devenus des valeurs. Or, ces valeurs sont multiples et instables. Dans l'arène moderne, chacun ou chaque groupe combat pour ses valeurs et contre celles des autres. C'est un point sur lequel il me semble qu'il faut s'arrêter, c'est ce conflit ou cette guerre des valeurs. L'époque démocratique est ainsi celle d'une foire aux valeurs. Je reprends ici l'expression de Platon dans La République, quand il parle de la démocratie directe. Il montre que c'est une foire aux constitutions. Donc ici, nous avons une foire aux valeurs. Foire, ça veut dire ici que tout se vend, c'est un bazar aux valeurs chez Platon. Et ici, donc, en même temps que la foire aux valeurs, il y a aussi une guerre des valeurs. Car non seulement n'importe quoi peut recevoir de la valeur, peut être valorisé, et par conséquent, nous le verrons, n'importe quoi, tout peut être dévalorisé, mais encore, c'est un point qui me paraît capital, ces valeurs s'excluent les unes des autres, et se combattent sans fin. De la sorte, dans cette foire, les valeurs elles-mêmes sont à vendre, à assumer ou à rejeter, à la guise du moi ou à la guise de ce que Platon appelle le gros animal. Ces valeurs qui étaient censées, sur le mode de l'évaluation, nous permettent de connaître, nous permettre d'agir et nous donner une vie, une certaine forme de vie, ces valeurs nous laissent pourtant sans repère et finalement dans une sorte d'indétermination. L'homme moderne en quête de valeurs, au pluriel, se retrouve sans valeur, objectivement et subjectivement, ce qui veut dire que rien ne semble avoir de vraie valeur à ses yeux et que lui-même n'a aucune valeur. Ce qui devait tout mesurer se retrouve dépourvu de mesure, incapable de mesurer, et c'est ainsi sans doute que nous tombons dans la démesure. Car à l'époque où triomphe simultanément le marché mondial et la technoscience, tout tend à devenir une valeur et à n'exister qu'en fonction de cette valeur, car tout étant n'existe, semble-t-il, c'est du moins une croyance répandue, tout étant n'existe que pour autant qu'il relève de la mesure et du calculable. Le marché du capital ne connaît que des valeurs marchandes, donc que du calculable par les ordinateurs, et la science moderne, à partir de Galilée et de Descartes, connaît au moins principalement, si ce n'est exclusivement, du mesurable, lui-même calculable par ces mêmes ordinateurs. De la sorte, la convergence des deux, ou en réunissant les deux, n'existe ou n'est digne d'exister que ce qui a reçu une valeur, et précisément, finalement, une valeur marchande. N'a le droit d'exister que ce qui a une valeur. Je voudrais m'intéresser à cet avoir, ekein, tenir. Être, c'est dorénavant avoir une valeur. En langage métaphysique, l'étang, ou l'ousia, la substance, est réduit. Donc l'étang est réduit à un de ces accidents, la quantité, je l'approfondirai après, ou la mesure. À la question métaphysique posée par Platon, Tito on, qui signifie à la fois que signifie être et étant et qu'est-ce qui est véritablement, Aristote répondait en disant que c'est l'ousia, la substance. Livre Zeta 1 de la métaphysique. Mais notre époque post-métaphysique répond en disant respectivement être signifie avoir une valeur, c'est-à-dire être mesurable en termes de valeur, et être véritablement, c'est avoir de la valeur ou avoir une grande valeur. Comment en sommes-nous venus à cette attitude et à cet appauvrissement? Voilà ce que je voudrais examiner maintenant. Telle est l'énigme de la valeur. Comment une notion qui me semble si pauvre et en tout cas problématique, ou à tout le moins secondaire et subordonnée, a-t-elle pu devenir si importante au point d'éclipser tout autre regard sur la vie? Est-ce qu'ils sont une histoire de la notion de valeur, ou peut-être une préhistoire de la notion de valeur?
Dans la langue grecque, il existe une famille de mots pour la désigner. Nous avons d'abord « et axia », qui peut désigner couramment le prix ou la valeur vénale d'une chose, le prix du pain par exemple, mais axia désigne aussi le salaire ou la récompense. Mais le sens le plus profond sur lequel je voudrais insister, c'est que axia signifie la dignité ou l'honneur. En grec, apprécier une chose ou une action kat axian, c'est la juger selon le mérite, dans l'évidence qu'elle est méritoire, méritante et qu'elle est du côté du mérite. Le nom axia renvoie à l'adjectif axios, qui signifie ce qui est de poids, ce qui entraîne par son poids, ce qui n'est pas sans rapport avec l'hébreu kabod, la gloire. Puis axios a aussi le sens de ce qui vaut, qui a la valeur de, et enfin qui mérite, qui est digne de. Tout cela est lié au verbe axio, évaluer, apprécier ou juger quelqu'un digne de quelque chose, ou enfin estimer, honorer. Intéressons-nous au grec to axioma, l'axiome qui a donné le mot axiomatique, et l'axiologie aussi dont il a été beaucoup question aujourd'hui. Un axiome, to axioma, est ainsi d'abord non pas une proposition indémontrée et indémontrable, ou une vérité première dans une théorie, mais la qualité, la considération ou l'honneur. Relisons Gamma 3 dans la métaphysique d'Aristote. C'est ainsi qu'Aristote, en introduisant le principe de non-contradiction, l'arché, rappelle que c'est ce qui est nommé axioma en mathématiques. Or, chez Aristote, ce premier principe de l'étant et du savoir est anhypothétique, comme le bien chez Platon est nommément anhypothétique, et il est à la fois le plus solide, le plus stable et le plus certain. En grec, cet arché est bebaiotate. Donc l'axiome est à la fois le plus certain, le plus stable et le plus solide. L'axiome, donc, c'est ce qui est le plus digne, le plus considéré, ou même tout simplement l'absolument digne. En latin, nous avons le verbe valere, être fort, vigoureux, s'établir, se maintenir, régner, valoir, en parlant d'argent, donc on voit que c'est un sens subordonné, ou avoir une signification en parlant d'un mot. Et enfin, être en bonne santé. Et l'adjectif validus signifie fort, robuste, vigoureux, en bonne santé, bien portant, efficace. Que retenir de tout cela? On le voit, le sens premier est celui de l'excellence dans le domaine de la force, de la dignité ou de l'honneur. La valeur, si nous pouvons jouer sur les mots en français, c'est l'être valeureux, l'exceller dans la force ou la grandeur. La valeur est ici un absolu. Il n'y a pas de plus et de moins. Il n'y a pas de place pour une chose qui a de la valeur quand une autre n'en aurait pas ou en aurait moins. Et validus, ce qui est purement et simplement valeureux, fort, ce qui a du poids, ce qui est grand, en dehors de toute échelle ou hiérarchie. Valoir, c'est être valeureux, vigoureux, fort, méritant, digne. Il va de soi qu'il existe des principes, le principe de non-contradiction auquel je viens de faire référence, qu'il existe des choses, des personnes et des actions valeureuses qui témoignent de leur éminente dignité et qui sont alors bel et bien dignes d'honneur. Ici, ce n'est pas l'homme qui établit une échelle de valeurs et qui distribue des valeurs en allant du plus au moins ou l'inverse. Au contraire, ce sont les choses elles-mêmes qui d'elles-mêmes sont de l'ordre de la valeur, du valoir ou de la grandeur. Et l'homme juste ne peut pas ne pas reconnaître cette grandeur, cette beauté, etc., en étant invité par les choses elles-mêmes à les honorer. C'est ainsi que le penseur ne peut pas ne pas honorer le principe de non-contradiction, qui est le premier et le meilleur. C'est le sens que nous trouvons dans le célèbre vers de Corneille à propos de Rodrigo, le Cid, El Cid, qui dit dans le texte de Corneille « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Il ne s'agit pas, me semble-t-il ici pour lui, pour ce héros, de s'attribuer quelques valeurs relatives, et son action ne saurait, à ses yeux, aux yeux des contemporains, avoir de la valeur. Bien au contraire, sa valeur consiste à être valeureux par nature, bien né, à être destiné à la victoire. Sa valeur est son courage, vertu militaire par excellence, mais aussi vertu humaine capitale, comme on le voit dans l'Éthique à Nicomaque, car si la vie est un combat, elle exige de nous du courage. L'histoire de la notion de valeur montre alors un glissement de sens qui est, me semble-t-il, une chute de la valeur et non pas un renversement des valeurs. Je viendrai à la fin sur la question du renversement des valeurs. En un mot, me semble-t-il, la valeur est passée de l'absolu au relatif, du valoir absolument au valoir quelque chose, c'est-à-dire plus ou moins. Comment cette chute a-t-elle été possible? Comment le valeureux est-il tombé au valorisé? Comment l'absolument digne est-il tombé au valoir quelque chose? Car la force ou l'excellence est devenue une valeur,
c'est-à-dire du mesurable, du plus ou moins, selon des échelles de valeurs variables. Le mouvement est sans doute le suivant. Le valeureux, l'homme valeureux, peut l'être plus ou moins. Alors, il y a un problème de traduction ici, parce qu'il y a 3 verbes en français qui sont traduits par le même en espagnol. Donc, le valeureux peut défaillir ou faillir. C'est fracassar, mais 3 fois. En fait, il y a 3 verbes différents en français. Donc, le valeureux peut défaillir ou faillir. Il peut perdre en vigueur, voire il peut échouer. Et il peut être plus ou moins valeureux qu'un autre au regard extérieur qui établit une comparaison. Le valeureux ne semble alors plus être un absolu, mais un terme relatif, susceptible d'être comparé et mesuré. Il passe alors de l'absolu au relatif, de l'affirmatif au conditionnel, et enfin, à l'époque du soupçon, au douteux. Au commencement, il n'y a pas d'échelle de valeur, pas de plus et de moins, mais un absolu. Celui-ci, alors aussi un problème de traduction, ceci comme chose ou celui-ci comme personne est valeureux, puissant, éclatant. C'est un pur et simple valoir, absolument. Mais le vers se cache peut-être déjà dans le fruit, car il contient sans doute dans soi sa déchéance possible. Il est susceptible de passer de la grandeur absolue à la grandeur relative, car la catégorie de qualité est susceptible de passer dans celle de la quantité. La valeur absolue devient alors une valeur relative, et c'est ainsi, me semble-t-il, qu'est née la valeur au sens contemporain. Au commencement, c'est la chose même qui est valeur, qui vaut, qui est puissance, et c'est elle qui étonne et qui éblouit le regard. Maintenant, comme le soleil chez Platon dans la République, comme Dieu à la fin de la 3e méditation métaphysique, pour prendre quelques exemples de l'histoire de la pensée. Maintenant, c'est le spectateur qui décide de la valeur qu'elle aura, ce qui implique l'entrée en scène de l'homme comme spectateur, comme juge et comme évaluateur, et le renversement non pas des valeurs une fois de plus, mais de l'objet dans le sujet et par le sujet. Le sujet d'abord admiratif, étonné, jouissant de la beauté du valeureux et du digne de considération, et ce sujet s'oubliant d'abord dans l'acte de regarder, ce sujet est revenu à soi et s'est découvert comme sujet qui sait et qui décide. En croyant que la chose même est susceptible de plus et de moins en valeur, il finit par découvrir que c'est lui qui en décide. Ce n'est plus la chose même qui est valeureuse, mais c'est lui qui l'est, en ceci que c'est lui qui établit l'échelle des valeurs et qui distribue des valeurs, et maintenant elles sont au pluriel. La valeur ne pouvait donc venir au jour, me semble-t-il, que dans le cas d'une métaphysique de la subjectivité finie et orgueilleuse. L'être valeureux n'est plus une vérité, mais dépend d'un point de vue évaluateur, fini et arbitraire. Le spectateur est monté sur la scène et c'est lui qui attribue et distribue des valeurs. La valeur est devenue un jugement subjectif, une évaluation particulière face à d'autres. Le spectateur commençait par croire que la valeur existe en soi, dans le ciel des valeurs, mais il finit par savoir qu'elle n'existe qu'en fonction d'un acte d'évaluation dont il est l'auteur. Parce qu'il découvre du plus et du moins dans l'être valeureux, ce spectateur s'attribue la meilleure place. C'est moi qui sais et qui décide, c'est moi qui tranche toute valeur. Je suis le seigneur et le maître des valeurs, non seulement de ce qui peut valoir pour moi, mais encore implicitement ou explicitement de ce qui doit valoir universellement. Ainsi, l'excellence avérée, reconnue et célébrée, est devenue une apparence, un point de vue ou une interprétation. Les temps où le principe lui-même est devenu une interprétation subjective provenant de l'individu égoïste. C'est le moi qui décide de la valeur de la chose, de toute chose et de toute personne, pouvant porter au nu ou vouer aux enfers à sa guise. Il pouvait naïvement croire à l'objectivité des valeurs, mais il aspirait à se poser comme maître du jeu des valeurs, comme évaluateur absolu. Alors il n'y a plus de valeur, mais seulement une évaluation arbitraire, un jeu sans vérité. Ce n'est plus la chose même qui vaut absolument, mais c'est nous, car c'est nous qui commandons le valoir. La chose a disparu quand est apparu ce moi. Considérons davantage tout cela. Nous trouvons chez René Descartes une pensée qui fait signe vers la valeur, mais qui, me semble-t-il, n'entre pas dans cette philosophie des valeurs, parce qu'elle est écrite en passant et qu'elle reste dans le cadre classique de la vie bonne. C'est dans la correspondance avec Élisabeth. Descartes médite sur ce qui s'appelle en latin vita beata, il y a un problème de traduction encore en espagnol, c'est Google, la traduction automatique. Donc, méditant sur la vita beata, la vie bonne, la vie en béatitude, Descartes écrit, je cite, « Le vrai usage de notre raison pour la conduite de la vie ne consiste qu'à examiner et considérer sans passion la valeur de toutes les perfections. Considérer sans passion la valeur de toutes les perfections, tant du corps que de l'esprit, qui peuvent être acquises par notre conduite. » Lettre à Élisabeth du 1er septembre 1645.
On pourrait craindre ici l'introduction d'une philosophie des valeurs au sens d'une estimation individuelle de la valeur des choses et des actions. Mais il n'en est rien, car Descartes parle toujours du souverain bien et de la vertu et du contentement inhérent à la vertu. Il s'agit alors chez lui plutôt de mesurer, non pas des valeurs au sens postérieur, mais de mesurer des degrés de perfection. Je relis la phrase, considérer sans passion la valeur de toutes les perfections. Donc il s'agit bien, on retrouve ici un écho de la valeur au sens premier dont j'ai parlé tout à l'heure, l'axios. Donc il s'agit de mesurer des degrés de perfection, c'est-à-dire des biens véritables, en fuyant ce qui n'a que l'apparence du bien. Considérer la valeur, c'est ici encore reconnaître la bonté intrinsèque des choses. C'est dans la philosophie anglaise que naîtra, me semble-t-il, une philosophie des valeurs, mais d'abord selon le point de vue, dont je souligne d'entrée de jeu qu'il est légitime en son ordre, selon le point de vue de l'appréciation quantitative des choses, donc au regard du droit et de l'économie qui règlent l'échange des biens. Cela se fera d'un point de vue empiriste attaché à l'utile propre ou à l'utile commun. De ce point de vue-là, le texte qui me paraît fondamental est le second traité du gouvernement civil de John Locke, notamment le chapitre 5, On Property, qui porte sur la propriété et qui justifie à la fois la propriété privée et l'économie libérale fondée sur la monnaie. Entrons dans la pensée de John Locke. Dans l'état de nature, comme on sait, la terre et toutes choses appartiennent en commun au genre humain. C'est ainsi le travail seul qui institue la propriété privée d'une chose quelconque. Car le travail, dit Locke, en ajoutant à la chose ce qui est propre à l'industrie humaine, l'améliore et la sépare du reste. Je retiens ici le verbe « ajouter » et je me demande en quoi consiste cet ajout. Cet ajout n'est rien d'autre que l'instauration de la valeur. Mais cette notion est ambiguë. Il a déjà été question plusieurs fois de l'ambiguïté de la notion de valeur et elle a chez Locke quelque chose, elle garde quelque chose d'indéterminé. Avant le travail, il existe, ou il faudrait dire il existait, ce que Locke nomme, paragraphe 43, chapitre 5 toujours, donc, ce que Locke nomme la valeur naturelle intrinsèque des choses. Formule étonnante. La valeur naturelle intrinsèque des choses. En tant que ces choses sont, je cite, ces bonnes choses dont la nature nous a pourvues en commun, paragraphe 46, à savoir la terre avec les plantes et les animaux qu'elle abrite. Ces choses sont naturellement bonnes, mais que veut dire bonnes? Il me semble que cela veut dire maintenant qu'elles sont utiles à la vie humaine et que nous pouvons en faire ce que Locke appelle, paragraphe 46, un usage réel en vue de notre subsistance, manger, boire, se vêtir, etc., et en vue de notre confort. Or, l'étrange ici réside dans le fait que cette valeur se réduit quasiment à rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutons John Locke, je cite, paragraphe 42. D'un côté se trouve la nourriture et le vêtement que la nature nous fournit d'elle-même. De l'autre, les provisions que notre industrie et notre labeur nous procurent. Et lorsqu'on aura calculé de combien la valeur des seconds excède celle des premiers, on verra que c'est le travail qui constitue la plus grande part de la valeur des choses dont nous jouissons en ce monde. La terre qui produit les matériaux, materials en anglais, n'y compte pour rien, ou tout au plus, elle n'y compte que pour une très faible part. Fin de citation. On le voit, il existe une valeur naturelle et intrinsèque des choses. Je me suis interrogé, voilà mon hypothèse. Elle consiste dans le potentiel inhérent à une terre, à une plante ou à un animal, etc. Donc elle consiste en ce que je pourrais appeler un pouvoir produire via un travail humain, et elle est liée à un usage possible, de sorte qu'elle est relative à un besoin humain, et nous voyons ici que le besoin humain entre en scène en étant la mesure de toute chose. Mais, surprise, cette valeur naturelle intrinsèque est quasi nulle. C'est ainsi qu'une terre non travaillée, dit Locke, paragraphe 42, est, en anglais c'est worst, cette terre donc travaillée, donc non travaillée est inculte, mais inculte c'est, évidemment c'est pléonastique, une terre non travaillée n'est pas inculte, mais c'est l'idée de déserte, de vague et de perdu. Donc, et elle est de valeur nulle, car elle ne produit, comme le souligne John Locke, aucun bénéfice. La valeur naturelle des choses, nous le voyons, est ici mesurée subrepticement à l'aune de leur valeur d'usage et de leur valeur vénale, donc à l'aune du gain, du bénéfice, du capital. Dans le prix du pain, par exemple, le coût initial de la terre et des semences est infime eu égard au surplus de valeur. Formule excellente, le surplus de valeur. Paragraphe 43.
surplus de valeur qui n'est apporté que par le travail, lié à l'habileté, à la technique. Locke fait le calcul, c'est 1% face à 99%. Donc la valeur naturelle intrinsèque des choses, un cheval, une vache, une poule, que sais-je, une terre, c'est 1%. La nature, nous dit-il, ne fournit que, je cite, des matériaux, donc quasi sans valeur en eux-mêmes, quasi sans valeur en eux-mêmes. Il revient à l'industrie, à l'ingéniosité humaine, de donner une véritable forme à cette matière, donc de les améliorer et de leur octroyer une véritable valeur. Cette véritable valeur qui est leur valeur d'usage et de consommation et leur valeur vénale. Commentaire. La valeur naturelle est tantôt leur utilité naturelle, donc leur usage primitif, tantôt leur valeur vénale infime, en vue de l'amélioration par l'industrie, elle-même en vue de leur usage réel. Il existe ainsi deux valeurs distinctes. D'abord, la valeur naturelle dite intrinsèque, alors qu'elle dépend de l'utilité et de l'usage possible. Donc, est-ce qu'elle est bien nommée, cette valeur naturelle intrinsèque? Ensuite, deuxième valeur, la valeur que l'on pourrait nommer artificielle, même si Locke ne la nomme pas à ma connaissance ainsi. Et j'ajouterai que cette valeur artificielle est sans doute extrinsèque, alors même que Locke ne le dit pas non plus explicitement. Et cette valeur donc artificielle et extrinsèque dépend de l'amélioration, de l'ajout apporté par le travail humain. Or, la valeur est ici objet de calcul. J'ai insisté en lisant sur le verbe calculer, et elle relève du combien. Elle permet ainsi une double comparaison. La comparaison entre la valeur primitive et la valeur finale, et la comparaison, une fois qu'il y a de valeur finale, qu'il y a des travaux et des biens, la comparaison entre les choses selon une échelle du plus ou du moins de valeur. Nous pouvons calculer combien le travail a ajouté de valeur, 99%, et nous pouvons calculer quelle est la valeur respective des choses travaillées, mises sur le marché et bonnes pour un certain usage. Telle est l'utilité de la valeur et ce qui lui octroie sa légitimité précise, mais bornée, me semble-t-il, faciliter la mesure des choses, donc leur échange, et enfin le profit. Le travail seul opère ce que Locke appelle une mise en valeur, paragraphe 32, une mise en valeur des choses naturelles. Par conséquent, texte capital, paragraphe 40, c'est bien le travail qui met de la différence de valeur entre les choses. C'est bien le travail qui met de la différence de valeur entre les choses, en apportant une, citation encore, une amélioration à un matériau, je cite Locke, il est la source essentielle de sa valeur. Qu'est-ce que nous comprenons? Eh bien, cela rejoint la conférence d'Andrea, que le travail est un principe de différenciation. Il rompt avec l'indifférence des choses de l'homme à l'état de nature, ou une quasi-indifférence. Le travail, eh bien, c'est lui qui différencie la valeur entre la valeur initiale, enfin naturelle, et la valeur finale, et le travail crée de la valeur en augmentant la valeur. C'est alors, comme Locke le souligne à plaisir, dans les pays dans lesquels le travail est valorisé, c'est-à-dire encouragé par le bénéfice escompté, que les choses acquièrent leur plus grande valeur, laquelle est une valeur monétaire et une valeur d'usage et de consommation, pas seulement d'usage. Il faudra aussi insister sur une autre valeur qui est la valeur de consommation. Par conséquent, note Locke, le roi d'une nation sauvage au sol pourtant fertile mène une vie moins confortable qu'un modeste ouvrier dans l'Angleterre besogneuse, paragraphe 41. Cependant, une certaine décision métempirique a profondément modifié notre rapport aux choses, et partant notre rapport au travail et à autrui, mais aussi notre rapport à la valeur. C'est l'introduction de la monnaie. Locke souligne l'insuffisance inhérente à ce qu'il appelle, je l'ai cité, les bonnes choses de la nature. Hannah Arendt a travaillé aussi cette notion de bonnes choses de la nature, et Locke souligne le fait que ces bonnes choses de la nature sont insuffisantes en ceci qu'elles sont périssables. C'est of short duration en anglais, donc elles sont de brève durée. Ce sont des choses utiles à la vie, comme les fruits naturels ou plus tard le pain, mais, je cite, elles s'altèrent et elles se gâtent quand elles ne sont pas consommées par l'usage. Donc, en fait, détruites aussi par l'usage. Dans l'état de nature, la juste prise de possession, on le sait, est limitée ou était limitée, d'une part par le fait que l'individu devait laisser aux autres suffisamment de choses appropriables, d'autre part par l'interdiction du gaspillage. Vous vous rappelez que Locke cite l'épître aux Corinthiens de saint Paul. Dieu nous a donné toutes choses pour en jouir. Donc, s'il n'y a pas de jouissance, il y a gaspillage, il y a interdiction de possession. Nul n'a le droit donc de posséder des biens dont il n'aurait pas l'usage. Or, Locke retrouve ici la pléonexia pensée par Platon en montrant comment elle a altéré
notre rapport aux choses et aux valeurs. Je cite, « Le désir de posséder au-delà de ses besoins, fin de citation, est le principe du mal, et c'est ce désir de posséder au-delà de ses besoins qui a, je cite, altéré la valeur intrinsèque des choses, qui ne dépend que de leur utilité pour la vie de l'homme. » Paragraphe 37, fin de citation. Exit alors cette valeur intrinsèque au profit de la valeur extrinsèque, non seulement vénale via le travail, mais encore la valeur d'usage et d'usage raffiné. Le désir illimité de possession a altéré la valeur naturelle des choses, dit Locke, car il porte à tout voir en termes de profit et donc en termes de valeur financière. Par conséquent, ce désir, cette pleonexia, tend à se porter non tant sur les bonnes choses que sur la monnaie. Il devient un désir illimité du capital lui-même ou un désir de valeur. Au lieu de laisser savourer les choses, les biens, au lieu de leur usage réel, il conduit à les oublier et à jouir imaginairement, à la manière de l'avare qui dira de son or chez Molière « mon sang, mes entrailles ». Ce désir déréglé est ainsi lié à un autre facteur, mais il est excité par cet autre facteur qui est l'institution de la monnaie. Regardons plus près encore ce point. S'il est interdit d'accumuler des choses utiles et périssables et de les gaspiller, donc cela veut dire que l'inutilité est proscrite, ce qui est compréhensible puisque l'utilité est devenue la valeur suprême. Donc si c'est interdit, alors l'ingéniosité rusée de l'homme a trouvé une solution dans la monnaie, en tant que l'or et l'argent sont des choses durables et impérissables. Locke souligne qu'il est alors permis d'accumuler de la monnaie et de la faire fructifier. L'or, l'argent, l'or est légitime, car il échappe au gaspillage et parce que, devenu du capital, il permet d'accroître indéfiniment la somme des biens commodes à la vie, répondant ainsi à la deuxième loi naturelle qui prescrit à l'individu, je cite, de préserver autant qu'il peut le reste du genre humain. Paragraphe 6, du second traité toujours. En créant de la richesse, le travailleur, l'homme comme travailleur, crée de la valeur, il augmente la somme totale des valeurs disponibles et il rend la vie plus confortable, c'est-à-dire une vie qui dispose de davantage d'instruments et de commodités. Une population peu nombreuse habitant dans une île sans espoir de commerce, donc sans espoir, je cite, d'en tirer de l'argent par la vente de ses produits, paragraphe 48, cette population bornerait son travail, donc sa production, au nécessaire, et elle ignorerait la monnaie parce que celle-ci serait sans doute pour elle inutile. Cette population jouirait immédiatement des fruits de son travail. Si au contraire elle peut, je cite, commercer avec le reste du monde, et si elle institue la monnaie, alors elle se jettera dans un travail toujours plus productif, escomptant multiplier ses produits, donc ses profits. Alors elle jouira déjà en espérance, à l'avance, du profit possible et de l'accroissement de ses valeurs. Pour elle, ce qui est premier, ce n'est plus le travail créateur de richesses réelles et la jouissance de la chose même, mais ce sont à la fois le marché et l'argent, marché et argent, qui conditionnent son travail et sa jouissance. Locke vante ainsi, je cite, « l'utilité et la valeur de la monnaie ». L'utilité et la valeur de la monnaie. Elle seule, la monnaie, pousse l'individu à accroître ses possessions indéfiniment. Cependant, surgit ici une difficulté. L'argent devait être l'étalon de la valeur des choses, ce qui mesure, mais à l'examen, il apparaît comme ayant lui-même une valeur. La valeur a besoin d'une valeur, le valorisant doit être valorisé. La valeur de la monnaie n'est pas monétaire, elle établit la valeur de la valeur. André a parlé ici tout à l'heure de la valeur, peut-être en un sens différent. Donc nous introduisons ici la notion de valeur de la valeur. L'argent excite au commerce et à l'accroissement de l'argent, la valeur appelle la valeur, en ayant elle-même besoin de valeur. Il faut donc soutenir et fonder la valeur de la valeur. La monnaie altère la valeur naturelle, mais elle crée indéfiniment de la valeur nouvelle, utile à la vie humaine. Cependant, une nouvelle difficulté apparaît ici. La valeur de la monnaie est purement et simplement imaginaire et conventionnelle. Locke est clair sur ce point, je cite, c'est le paragraphe 184, « Quant à l'argent, aux richesses et aux trésors dont on a pu s'emparer, il ne s'agit pas de biens de la nature et ils n'ont qu'une valeur chimérique et imaginaire. La nature ne leur en a accordé aucune. L'étalon universel de la mesure, de la valeur, est lui-même sans aucune valeur. La valeur imaginaire de l'argent, citation de Locke, repose sur une convention qui consiste à l'instituer comme étalon de la valeur. C'est une fiction monétaire qui est ainsi à l'origine de l'économie de marché, une valeur imaginaire
permet de faire croître indéfiniment la valeur vénale des biens et la somme totale des valeurs. De la sorte, la valeur est sans valeur et doit elle-même recevoir une valeur, ce qui établit l'insuffisance rationnelle de la notion de valeur. Par accord mutuel, les hommes ont décidé d'attribuer une valeur monétaire aux biens et à l'argent. Ils produisent et ils échangent par la médiation de cette valeur, mais cela veut dire que tout le système repose sur de l'imaginaire. La valeur imaginaire, outre la pléonexia, vient alors corrompre la valeur naturelle des choses et vient exciter à l'infini la convoitise humaine, laissant finalement l'individu insatisfait. Adam Smith repensera la théorie de la valeur en distinguant deux sens. Je cite, « Le mot valeur, il faut le remarquer, a deux sens différents et exprime quelquefois l'utilité de quelque objet particulier et quelquefois le pouvoir d'acquérir d'autres biens que confère la possession de cet objet. L'un peut être appelé valeur d'usage, l'autre valeur d'échange. » Fin de citation. L'ambiguïté présente chez Locke est en partie au moins levée, mais cette distinction reste dans le cadre de la perte originaire ou de la perte du concept originaire de valeur, en la réduisant à l'utile d'une part et au pouvoir financier d'autre part. D'une part, la valeur dite d'usage est quantifiable et variable. Elle réside dans le fait de l'aisance dans l'usage, ou dans le possible bon usage. A de la valeur, l'objet qui est utile ou commode, en répondant à un besoin humain particulier. Il y correspond une échelle de la valeur, c'est-à-dire du plus ou du moins utilisable. La chose n'a plus de bonté intrinsèque, elle n'est plus purement et simplement bonne, elle est réduite au bon A, on connaît la distinction chez Platon et Aristote, elle est réduite aux besoins humains particuliers. D'autre part, la valeur d'échange réside dans le prix de l'objet, dans la somme d'argent qu'il faut céder pour l'acquérir, ou plutôt dans la somme d'argent que gagne celui qui la vend. La chose est donc relève du point de vue du vendeur qui gagne de l'argent. La chose est ici réduite au gain escompté par la vente, elle est devenue un pouvoir d'achat et d'investissement. Elle est réellement devenue une valeur, un prix et enfin un capital. Et là encore, selon une hiérarchie variable de valeurs, de la plus haute positive à la plus basse, laquelle, je reviendrai à la fin, pourra être une valeur négative et non pas seulement le zéro. Nous remarquerons que cette distinction ne recoupe pas celle d'Aristote qui porte sur l'usage propre et l'usage impropre. Je cite Aristote, « De chaque kthéma, propriété, il existe deux krésis, deux usages. L'un est propre, oikeia, et l'autre n'est pas propre à la chose. Ainsi, une chaussure sert à chausser et à être échangée. Ce sont bien deux usages d'une chaussure, car celui qui troque une chaussure avec celui qui en a besoin contre de l'argent ou de la nourriture se sert aussi de la chaussure en tant que chaussure, mais pas selon son usage propre. En effet, la chaussure n'a pas été fabriquée en vue du troc. » Fin de citation, Politique 1.9. Ici, chez Aristote, je veux dire, la chose même demeure sans que lui soit substituée une valeur. Mais elle peut donner lieu à deux usages, cela suffit. L'aporie fondamentale de la théorie économique moderne de la valeur tient, me semble-t-il, à plusieurs points. D'abord, elle ignore la véritable valeur naturelle intrinsèque des choses. Une terre, par nature, est quelque chose d'infiniment précieux, car c'est ici la nature, comme le souligne Aristote, qui a d'abord donné à l'homme toutes ces bonnes choses nécessaires à sa vie. Le ciel et la terre, le soleil, l'eau, les semences, les plantes et les animaux. Cela est ce sans quoi aucun travail et aucune technique ne peuvent entrer en scène. Une terre ou une semence peut avoir quelques valeurs vénales, mais c'est d'abord une substance, ousia, un bien véritable, ce qui est et devrait rester en tant que tel hors de prix, hors valeur. Et il me semble que là, le souci écologique contemporain devrait nous rappeler cela. Pour prendre un exemple, une chaîne de montagne peut acquérir de la valeur si j'y installe une station de ski, mais en tant que telle, elle est hors valeur. Ensuite, tout y est considéré du point de vue de l'utilité, du quantitatif et du point de vue du bénéfice et du calcul de bénéfice, ce qui est le point de vue trivial aujourd'hui. Beaucoup de choses infiniment précieuses mais sans prix, sans valeur, sont ici oubliées. La beauté, l'habitation du monde dans la vie éthique, etc. Certes, le roi de l'état de nature jouit de moins de confort même que le pauvre de l'état moderne, mais il jouit d'une vie éthique dont le second est souvent privé et il peut habiter un monde beau et bon. Enfin, c'est la nature naturante elle-même qui est ignorée, la vitalité des corps, des semences, la profusion de la vie. Cette nature est asservie à l'utile propre au commun, au confort et au bénéfice du capital. Le triomphe de la valeur me semble être le triomphe du désert. Pourtant, le concept de valeur est pertinent dans le domaine juridique et économique, en dépit de son insuffisance ontologique. Il consiste dans le passage de la qualité dans la quantité. Je voudrais ici examiner la façon dont Hegel l'introduit au paragraphe 63 des principes de la philosophie du droit. Chaque chose est susceptible d'un certain usage. Un artefact est conçu pour répondre à un besoin, donc pour qu'on puisse en faire usage.
Il a une qualité, une quantité déterminée, donc une certaine mesure, et il est un artefact déterminé dans un certain genre de choses, une machine, un outil, etc. Par conséquent, il est comparable avec d'autres dans le même genre ou la même espèce, et notre jugement peut établir une échelle de valeur d'usage. Tel outil est plus efficace que tel autre, etc. Ces artefacts sont semblables par le genre et dissemblables par les qualités et les performances. Les choses se montrent ici dissemblables, inégales, eu égard à leur utilité réelle et aux besoins. Leur utilité est donc relative et hiérarchisable, par exemple selon un rapport qualité-prix qui nous est tout à fait familier. La comparaison traduit la qualité en une quantité, elle quantifie l'utilité et elle fait d'un artefact une unité qui a une valeur numérique. Hegel appelle cela un quantum. Les artefacts deviennent des quanta, selon une échelle de valeurs numériques, qui correspondent à des valeurs monétaires. Il y a donc la valeur tout simplement, ensuite la valeur d'usage et enfin la valeur d'échange. Par là, les artefacts entrent dans la sphère du plus et du moins. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ils rentrent dans la sphère de ce que Platon appellerait to apeiron, l'illimité. Ils rentrent dans la sphère du calculable. Cela facilite grandement les comparaisons, les évaluations et bien sûr les échanges. Aristote avait notamment souligné le fait que les choses étant incommensurables, l'institution de la monnaie permet de les rendre en quelque façon commensurables. Or, la valeur n'est pas la chose elle-même, mais sa réduction à un seul moment abstrait de son être, celui de quantité, où la qualité est intégrée. Elle est un moment de la chose qui la signifie tout entière, Hegel appelle cela un signe. La chose devient valeur, elle devient nombre, variable et signe, elle n'est plus prise dans sa particularité, mais d'après l'universalité numérique abstraite, qui est sa valeur absolue pour elle-même, et enfin sa valeur relative dans une hiérarchie monétaire, par exemple. Si Pythagore saisit l'être des choses comme nombre, la valeur les exprime comme nombrant, ou comme mesure, car chez Hegel, donc la mesure est ce qu'il appelle la quantité qualitative. Si l'entendement est l'abréviateur par excellence, le nombre est le réducteur et l'égalisateur de toute chose. Tout est nombre, donc tout est susceptible de devenir valeur. Et en même temps, il est le principe abstrait de leur inégalité, de leur dissemblance, qu'on a vu tout à l'heure, le principe de différence, de par la hiérarchie des valeurs. Le nombre est commun à toute chose, et il permet, en intégrant le qualitatif, de fonder une mesure déterminée. Chez Hegel, l'argent sera non pas la valeur proprement dite, mais ce qu'il appelle l'abstractum de la valeur, l'universel pouvant représenter toute chose. C'est ainsi par l'argent qu'elles pourront être mesurées et échangées de manière plus ou moins juste, selon l'établissement de la valeur d'échange. Une chose aura une valeur spécifique, mais elle a d'abord une valeur purement et simplement. La valeur dit sa déterminité quantitative et qualitative en vue d'un usage possible comme mesure et comme valeur calculable. La substance, l'ousia, est par là exprimée sur un mode déterminé, rigoureux, exact, connaissable. Via sa valeur, elle devient un objet connu, estimable, calculable. Mais l'ousia est perdue dans son accident. Dans le cadre de l'usage et du besoin, la valeur est un signe de la chose, mais c'est un signe arbitraire et variable, extrinsèque. C'est ce que sont par exemple les pièces de monnaie, le billet de banque ou le chèque. Alors, l'affirmation de la valeur prise pour elle-même peut faire que la chose cesse d'être première pour devenir prédicat de la valeur. En effet, si l'on considère les choses d'après leur seule valeur, elles ne valent plus pour elles-mêmes, mais seulement pour leur valeur. La valeur, qui était d'abord un simple moyen de mesure des choses, se substitue aux choses et devient fin. Cela, Aristote avait déjà vu dans la politique. La chose n'est plus vue et voulue que pour sa valeur, ou mieux, la valeur est voulue pour la valeur. La chose qui est transposée en un signe tend à devenir insignifiante en elle-même. Mais c'est là une perversion du rapport vrai où la chose est première et la valeur relative à la chose. C'est ainsi que l'argent, représentant et substitut de la chose, est indifférent aux besoins, à la chose et à son usage, alors qu'il doit être réglé par la chose et converti en elle pour satisfaire un besoin. Examinons maintenant l'échelle des valeurs. Il me semble qu'il en existe plusieurs. La plus élémentaire, purement arithmétique, ira du 0 à l'infini. Une autre, en laquelle la qualité transparaît davantage, ira de la plus basse à la plus haute, ou mieux, du sans valeur à la grande valeur. Mais une autre introduira des grandeurs négatives et ira de la valeur négative à la valeur positive la plus haute, en passant par 0. Les principes de variation de la valeur sont multiples. Je m'amuse à esquisser quelques principes ici. Le grand face à l'insignifiant, le beaucoup face au peu ou au nul, le plus face au moins, le quelque chose face au rien, le positif face au négatif ou encore l'absolu face au relatif. On peut poser encore une échelle du bien, mais
qui ne fait pas nombre avec les précédentes, cette échelle du bien va du meilleur au pire sous la forme d'une pyramide. Vous avez reconnu Leibniz, évidemment. Il y a un seul sommet et ça va à l'infini pour le pire. Or, il existe des échelles parce que la valeur est par essence de l'ordre de la multiplicité, de l'ordre de la mesure et du calculable, donc du plus ou moins, du haut et du bas, de l'augmentation et de la diminution, du gain et de la perte. Par définition, la valeur est du relatif et du variable, elle est du multiple sans unité stable. Il en découle que toute valeur est par nature susceptible de se renverser ou d'être renversée, en son contraire. Le renversement des valeurs, me semble-t-il, ne leur fait pas violence, car cette possibilité est inscrite dans leur nature, et c'est même leur destin. Ce n'est pas seulement nous qui pouvons renverser les valeurs, car d'abord d'elles-mêmes, elles sont exposées à ce renversement. Le sujet évaluateur qui joue avec elles et qui les anéantit ou qui les renverse ne fait que dévoiler cette nature variable, instable. Déjà, l'altération de l'artefact, son usure, altère sa valeur, mais aussi le temps qui détruit tout. Ensuite, l'évaluation a quelque chose d'arbitraire, quelque chose de contingent, du fait qu'elle relève de plusieurs sources, loi de l'offre et de la demande, fantaisie, etc. Il en découle que toute évaluation est instable, de sorte que l'évaluateur tend à rejeter son évaluation passée, tend à une réévaluation, il brûle ce qu'il a adoré, ou il adore ce qu'il a brûlé, ou encore il modifie la hiérarchie. Il y a ainsi une double instabilité des valeurs, du côté de l'instrument de mesure et du côté de celui qui manipule cet instrument, ou du côté du valorisant et du côté du valoriseur. Il me semble donc qu'il n'existe pas ici, pour ce qui nous concerne, de valeur en soi, car toute valeur est un jugement posé par un sujet évaluateur, une perspective extérieure sur les temps. Elle relève d'un jugement et d'une appréciation faite d'après des critères variables et contingents. La valeur n'est pas une vraie mesure de la chose, intrinsèque, mais une mesure extérieure, une appréciation subjective, mais pertinente, ce n'est pas du tout méprisable, c'est nécessaire, appréciation subjective de la qualité de la chose. Une chose en elle-même n'a pas de valeur, mais une qualité et un usage. C'est nous qui interprétons cette qualité et cet usage en termes de valeur. Estimer une chose en termes de valeur, ce n'est pas parler de sa qualité, encore moins de la chose même et de son rapport à nous. Au lieu de dire cette chose vaut tant, il faudrait donc dire cette chose vaut tant pour moi, c'est-à-dire pour tel usage. Ce n'est pas un regard sur la chose, mais sur notre rapport à la chose, en tant que rapport d'abord utilitariste. Le sujet peut se cacher sous l'apparence de l'objectivité, mais il tombera le masque tôt ou tard, à ses yeux ou à celui de ses rivaux, dans la guerre illimitée des valeurs et des valorisants. Par conséquent, évaluer, c'est dévaluer. Établir une valeur, valoriser, c'est par définition dévaloriser la chose. Lui ôter toute valeur véritable au sens que j'ai donné tout à l'heure de l'axios ou du validus. Déjà parce que cet étang est ainsi réduit à du mesurable ou à une quantité finie. Ensuite, parce que cette évaluation dépend d'un sujet se posant ou s'ignorant comme évaluateur, qu'il soit un individu, le gros animal ou les meilleurs. Enfin, parce que c'est ouvrir la possibilité du renversement des valeurs jusqu'au renversement de toute valeur dans une attitude nihiliste. Mais celui qui renverse ainsi toute valeur reste dans l'évaluation, qu'il dise que rien ne vaut ou qu'il établisse de nouvelles valeurs. La conclusion de tout ceci, je voudrais la tirer en nous remémorant la pensée de Platon. La conclusion, c'est que la valeur n'est pas un bien. On se souvient que le bien a pour caractère la surabondance, l'autarkeia, la détermination, la stabilité, l'absoluité, et, chose aussi importante, qu'il est epekainat esousias, il est au-delà de l'essence. Examinant la nature du plaisir dans le Philèbe, Platon montre que le plaisir n'est pas un bien. Aussi parfait soit-il, le plaisir conserve quelque chose d'indéterminé et de mouvant qui le rend plaisant, par définition d'ailleurs. Il est toujours susceptible de se renverser dans son contraire qui est la douleur, et il ignore l'autarkeia. Il en est de même pour la valeur. Aussi stable et déterminée, aussi vraie, moins le bien, to agathon. D'autant qu'elle est, elle, non pas au-delà de l'essence, mais en deçà de l'essence. La valeur est par nature indéterminée, instable, elle comporte du plus et du moins, elle est de l'ordre de l'apeiron, et elle se nie elle-même. Si nous comprenons la valeur comme fondement de l'étant, comme ratio essendi ou comme ratio cognoscendi de la chose même, un examen rationnel, me semble-t-il, montre l'aberration de cette attitude. Étrange fondement qui ne fonde pas, mais qui a besoin lui-même d'être fondé. Il en a été question aussi ce matin.
On l'a vu, la valeur a elle-même besoin non seulement d'un évaluateur, mais encore d'être valorisée, de recevoir un surcroît de valeur pour exister. Or, ce fondement insuffisant semble recevoir son fondement dans et avec le sujet évaluateur. Cependant, il n'en est rien, car ce sujet est lui-même incapable, en tant que fantaisie ou libre arbitre borné, de fonder véritablement quelque valeur que ce soit. C'est donc une imposture, d'abord, que d'en faire la mesure de toute chose. Nous retrouvons là Protagoras, l'homme mesure de toute chose. Et ensuite, c'est une imposture, me semble-t-il, que d'en faire un bien. Ou plutôt, il est aberrant d'interpréter le bien vivant lui-même comme une valeur, ou encore comme la valeur suprême. C'est sans doute commode et d'apparence exacte au regard de l'ignorant qui cherche des certitudes morales, mais c'est une imposture. La valeur n'est pas un bien, et le bien n'est aucunement une valeur. Ce ne sont pas des valeurs qui nous font vivre, mais la vie tout simplement, la vie intimement éprouvée en sa bonté intrinsèque. Il se pourrait même que les valeurs nous fassent mourir à l'ère simultanée de l'économie de marché et de la technoscience. Non seulement en ceci que ceux qui se battent au nom de valeurs en viennent à mourir pour elles ou à faire mourir pour elles, mais encore et d'abord en ceci que la réduction de l'étang à la valeur est de lui-même mortifère. Aujourd'hui, le bien a été interprété en termes de valeur, et avec lui, les puissances éthiques et les vertus sont devenues des valeurs, dans une foire ou une guerre universelle des valeurs. Mais c'est là une perte immense. La valeur, notion relative et instable, ne devrait pas pouvoir dire autre chose que la chose en sa mesure, et je signale en passant dire jamais les personnes, car la personne transcende toute valeur, étant purement et simplement sans valeur au sens du hors-valeur. Dans la langue de Platon, cela signifie, et je conclus, que nous avons perdu la différence qui est entre le nécessaire et le bien. Les valeurs sont du côté du nécessaire, de l'évaluation nécessaire des biens de commerce, mais leur expansion au-delà de ce cercle est illégitime. Gardons alors la notion de valeur pour l'échange des biens et des services, mais sans être dupes de son inadéquation à la vie. Telle est l'énigme de la valeur qui est son double problème. Elle usurpe le rang de premier principe métaphysique, elle le fait sans pouvoir être un principe, sans pouvoir même être un fondement. Un pseudo-principe règne sur l'époque et sur le monde, étendant le désert partout. La valeur est apparue et règne quand a disparu l'éthique. Je vous remercie.